Voilà, yes. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, ce qu'on avait envie de vous proposer, c'est de vous parler d'une notion que j'appellerais le playful design. Alors, on aura eu l'occasion de définir ce que c'est dans la petite présentation qui va suivre. L'idée aussi, alors du coup, je jetterai un œil sur le chat aussi, c'est qu'on puisse être interactif aussi. On n'est pas trop nombreux, donc on peut aussi, et puis qu'on se laisse aussi un bon temps d'échange à la fin pour voir ce que ça vous inspire, comment on y va, ce qu'on en fait. Voilà, donc, et puis on va y aller tranquillement. Donc ça, c'était l'ice-breaking, donc ça, c'est fait. Petite présentation, du coup, moi, c'est Michael. Donc, entre autres, pour vous donner quelques jeux qui m'ont pas mal, que j'ai pas mal utilisé, joué quand j'étais jeune, il y avait tout ce qui était de l'ordre des Lego, des jeux de construction, les livres jeux dont vous avez, enfin les livres qui se présentaient, entre autres, cette collection-là sous forme de BD, qui ressemble un peu aux livres dont vous êtes le héros, que certains ont connu aussi, mais sous forme de cases avec des BD et des choses. Et pas mal de jeux de société aussi. Donc voilà, c'est aussi en particulier une des choses que j'aime beaucoup, c'est de découvrir des nouveaux jeux de société, voir comment ils fonctionnent, etc. Voilà, et aujourd'hui, je travaille avec Alexandre, qui est ici présent aussi, sur une marque qui s'appelle Feedback, où on fait plein de choses, mais entre autres pas mal de gamification. C'est pas forcément complètement le sujet de ce soir, même s'il y a évidemment plein de liens et de choses qui se complètent. Donc, on aura aussi l'occasion sans doute d'en parler, surtout que du coup, pas mal de gens ont suivi d'autres meet-up de la communauté Feedback, où on est aussi pas mal sur des sujets de gamification. Voilà, donc sur Feedback, j'en dis pas plus, mais on pourra en reparler à la fin s'il y a besoin et sur des choses qu'on fait. Pour vous parler du sujet du jour, du coup, déjà un petit disclaimer avant. C'est un sujet où on part un peu en exploration ensemble. Pourquoi? Parce que vous le savez peut-être, sur les sujets déjà gamification, serious game, c'est pas toujours clair de quoi on parle. Il y a des débats de définition, il y a des choses, mais quand même, on commence à avoir posé des balises, à savoir où on va, avoir une méthode claire. Sur le playful design et la notion que j'avais envie d'aborder avec vous ce soir, c'est plutôt quelque chose où on perçoit qu'il y a pas mal de choses à faire, à explorer, de choses intéressantes. Il y a des éléments théoriques, il y a des choses qui existent, mais ça reste un sujet où il y a pas mal de choses à découvrir. Donc, on avait envie d'avoir un peu cet état d'esprit d'exploration avec vous. Donc, c'est normal si le sujet, on le découvre un peu ensemble, même si ça fait pas mal d'années que c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, pour démarrer, j'avais envie de vous proposer un tout petit jeu maintenant, oui, ensemble. Alors, petit warning aussi, si jamais les consignes du jeu et ce qu'on fait, il y a besoin de filtrer ou de faire quelque chose, faites-le, je vous explique tout de suite pourquoi. L'idée, là, c'est de faire finalement un exemple de ce que ça pourrait être. Donc, c'est de prendre là ce que vous avez dans votre presse-papier, de faire un CTRL-V et de le jeter dans le chat. Donc, je vous laisse filtrer aussi si jamais c'est un mot de passe, si jamais c'est des choses problématiques. Mais l'idée, c'est juste qu'on voit ce qui se passe. Voilà, et si vous ne pouvez pas nous le dire, c'est bien aussi de nous dire. Alors, moi, j'ai rien. C'est pratique. J'ai rien sur mon CTRL-V, donc je ne vais pas pouvoir le faire. On a du impossible. OK. Pas. Vide, ok. On a du GitHub, très bien. On a du lien du Zoom, bon, pas mal. Yes. J'ai eu des belles citations. Ah, je vois. Alors, ok. Des choses, du torrent, des choses comme ça. J'ai rien. Ok, bon, voilà. On va pas forcément aller plus loin. J'ai eu parfois des belles citations, des extraits de texte, des choses comme ça. Ça dépend un peu. C'était juste pour, ce petit exercice, c'est juste pour voir et vous montrer que parfois, là, le playful design, ça va être une façon de faire des trucs, de voir ce qui se passe. Et peut-être qu'il se passe rien, peut-être qu'il se passe un truc génial. Et puis, on voit. Avant d'aller plus loin sur la définition du playful design et de ce que ça pourrait être, en fait, on va parler de c'est quoi le play. Alors, je crois que j'ai ma définition après, yes. Alors oui, déjà, il fallait que je vous dise aussi, avant tout ça, avant de travailler dans la gamification et plein de choses, je suis aussi ingénieur.
Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? En fait, je suis ingénieur mécanique en plus. En mécanique, en fait, on va parler de jeu entre deux éléments. Quand vous avez quelque chose, un cylindre qui va venir en rotation dans un alésage le contenant, en fait, on va laisser du jeu. Le jeu, en fait, en mécanique, c'est ce qui permet à la fois en fait, ça va être l'espace qui permet aux pièces de bouger entre elles. Donc, en fait, ce qui est intéressant en mécanique, c'est que le jeu, s'il y en a trop, bah, il n'y a plus d'assemblage, tout se démonte. Et s'il n'y en a pas assez, le système, il se grippe et il ne bouge plus. Pourquoi c'est intéressant de parler de ça? Parce qu'en fait, en mécanique, du coup, le jeu, c'est en fait une certaine liberté dans un cadre donné, et ce qui va pas mal raccorder nos définitions quand on va parler de jeu, qui est souvent un espace de liberté dans un cadre contraint par des règles, par peut-être du code quand c'est du jeu vidéo. Et donc, le play, d'où ça vient, en fait, en anglais, on va avoir deux mots. Alors, c'est pas par plaisir d'utiliser des mots anglais, mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, les définitions sont plus claires sur les mots en anglais. On va avoir deux mots pour dire jeu qui vont être utilisés. Vous allez avoir le game, qui est le système de jeu, les règles, le code, le matériel, tout ce qui va venir définir c'est quoi les objectifs, comment c'est structuré. Pour un jeu de société, ça va être la boîte du jeu de société avec les règles, les éléments que vous avez dedans, etc. Pour un jeu vidéo, c'est le code en dur. Si je prends un sport, par exemple, un sport comme le foot a des règles qui sont assez cadrées, il y a un terrain, il y a pas mal de choses qui encadrent le jeu. Et vous avez le play de l'autre côté qui est l'activité de jouer. C'est ce que je fais moi en tant que joueur quand je joue. Donc le joueur de foot, malgré qu'il y a des règles précises, il y a des choses, etc., il peut quand même faire de plein de façons différentes sa progression jusqu'au but adverse. Il peut faire peut-être des dribbles, des choses comme ça. Tout ça, on est dans l'activité de jeu. Je vous parlais des jeux de société, de moi qui aime bien découvrir des nouveaux jeux de société. Par exemple, moi, j'aime bien ce moment où on vient de comprendre les règles et on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe si j'essaye cette stratégie-là. Donc, j'explore quelque chose. On peut avoir vraiment ça, pareil, dans le jeu vidéo. Tiens, si je pousse le jeu jusqu'à l'extrême en allant me bloquer entre les deux murs-là, bon, bah, là, on est aussi dans le jeu pour tester, explorer, agir. Donc, le game et le play, ils vont ensemble, hein, dans le sens, et d'ailleurs, quelqu'un m'avait posé la question quand j'ai communiqué sur cette conférence, pourquoi on parle de gameplay. En fait, le gameplay et les concepteurs de jeux vidéo en particulier, ils regardent justement comment le système de jeu, il vient finalement interagir avec l'expérience de jeu et le jeu du joueur. Euh, donc, euh, donc voilà, on a vraiment les deux. Et en fait, le game est là pour structurer le play et l'espace de liberté. On va voir dans cette conférence aussi après, dans la partie ensuite, que le playful design, ça peut être de faire du play sans game. Parfois, on peut jouer sans avoir toute une structure de jeu autour. Pour aller un peu plus loin, vous donner quelques illustrations du play. Le play, déjà, c'est le jeu, quelque part, ce qu'on appelle aussi le jeu libre. Le monde des ludothèques, entre autres, parle pas mal du jeu libre. Quand je suis enfant et que je saute dans une flaque pour voir ce que ça fait, il n'y a peut-être pas d'objectif, etc. Mais il y a ce côté, je teste, je regarde ce que ça fait, comment ça réagit, qu'est-ce qui se passe, j'y vais. Et voilà. On a aussi tous les jeux sociaux, quand on va se déguiser, etc. Je regarde, puis on joue à ça, on dirait qu'on est un tel et tel personnage, on y va. Il y a vraiment ce jeu sans trop d'objectifs, juste par plaisir de jouer, vraiment l'activité de jouer. On a aussi certaines disciplines, entre autres, je vous ai mis à gauche le, le skateboard, qui est vraiment un moyen finalement de se remettre dans une attitude de jeu et là de play avec la ville. En fait, on transforme un environnement euh, qui est fait pour autre chose en un nouvel environnement parce qu'on l'aborde par le prisme du skateboard, par exemple, qui est pour le coup, on peut appeler ça un jouet, qui va transformer le rapport qu'on a au lieu. Entre autres, là, c'est le parvis de l'hôtel de ville de Lyon, qui d'ailleurs a été complètement modifié, je crois, parce qu'il y avait effectivement beaucoup trop de monde qui faisait du skateboard et qui s'en servait comme un terrain de jeu intéressant pour ça. À droite, vous avez Pokémon Go, qui, même s'il y a plein de, pour le coup, Pokémon Go a pas mal de structures en tant que jeu. C'est aussi une façon de réinventer et de voir la ville différemment. Donc, il y a aussi quelque chose d'intéressant dans l'activité de jouer dans la ville qu'on connaît. Donc voilà. Après, effectivement, on est un peu entre les deux, justement, entre le skateboard qui est plutôt libre et Pokémon Go. On va quand même nous inciter pas mal avec des objectifs, des récompenses, des choses comme ça.
Donc voilà. Le play aussi, c'est un moyen de s'exprimer potentiellement. Alors à gauche, vous avez un terrain de jeu d'une boîte qui s'appelle, alors ils sont norvégiens, je crois, ou suédois, j'ai un doute maintenant. Mais vous pouvez aller regarder, c'est Monstrum Playgrounds. Et en fait, ils font des terrains de jeu pour enfants qui sont très thématiques. Là, vous avez tout un espace avec un bateau en train de couler. Je crois que sur celui-là, il y a un poulpe. Il y a un poulpe aussi. Il y a pas mal d'éléments qui sont vraiment là pour qu'on se raconte des histoires. Là, le fait qu'on soit sur un bateau qui est déjà à la renverse dans l'eau, en fait, ça incite vraiment à s'exprimer, à avoir cette histoire, cette narration qu'on se crée. Vous avez aussi dans pas mal de matériel artistique, de pratiques artistiques, où du coup, on est aussi là dans le play, l'activité de jeu libre qui est là pour s'exprimer, pour permettre. Danois, c'est possible, Valérie. J'ai un doute sur la localité exacte, donc je vous laisse vérifier, pour le fact-checking. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir par contre parce que leur site et leur façon de présenter tout ça, et entre autres leur Instagram, c'est assez inspirant. Alors, donc voilà. Donc en tout cas, le play, là, dans ce cas-là, c'est vraiment une incitation à s'exprimer, à donner envie de raconter une histoire à gauche, de montrer des choses. Quand on a des outils créatifs sympas, on a envie de les utiliser. Voilà. Donc, le play, ça peut être un moyen de s'exprimer. Ah oui, ça y est, un cimetière. Le play, ça peut être un moyen de changer de regard aussi sur des lieux ou des endroits qu'on connaît. Pourquoi un cimetière ici? En fait, c'est un exemple, c'est une game designeuse qui s'appelle Jen McGonigal qui a fait du coup un jeu de poker au milieu d'un cimetière. Donc, ça s'appelle Tombstone Hold'em. Vous allez le retrouver. En fait, l'idée, c'est qu'on joue au poker fermé. Donc, le poker fermé, c'est un poker où on compare des mains de 5 cartes. L'idée, c'est que les joueurs, ils ont 3 cartes en commun. Ils jouent par équipe de 2. Et chaque joueur va représenter une carte complémentaire. Donc, le but va être de faire la meilleure main de 5 cartes. Alors, comment on sait quel joueur a quelle carte? En fait, la couleur de la carte qu'ils ont va être déterminée par la pointe de la tombe qui touche. Donc, si c'est une croix, c'est un trèfle. Si c'est une tête plate, c'est un carreau. Un carreau, si c'est pointu, c'est un pic. Et le dernier chiffre de la date, de la date sur la tombe va donner est-ce que c'est quel chiffre ou quelle figure. Et en fait, là, ce qui est intéressant là-dedans, alors déjà, c'était un moyen, dans l'intention, il me semble, c'était un moyen de faire des choses dans un lieu où normalement on ne fait rien, ou en tout cas on ne fait pas rien, mais on va se recueillir seulement, c'est de réinventer finalement des choses qu'on pourrait faire, tout en, je sais que dans ce que j'avais lu, il y a quand même quelque chose d'assez, on est respectueux du lieu dans le sens où il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas il y a pas, voilà, il y a quand même, on laisse les lieux tels qu'ils sont. L'intérêt ce qui est intéressant avec ça, c'est que de se dire, en fait, le fait de jouer dans un lieu, ça change le regard qu'on porte dessus. Euh, donc voilà un petit peu pour cet exemple-là. Et effectivement, ouais, donc vraiment revoir ce qu'on fait dans le lieu. Un autre exemple, du coup, alors là, on est encore un peu dans un cas un peu plus de réinvention de ce qui se passe et d'un peu de méta-jeu, entre guillemets. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Meta Kettle, pardon, qui a été fait par Terror Bull Games, qui est une boîte qui fait plutôt des jeux et des expériences engagées. Alors, Kettle, en anglais, en fait, ça veut dire nasser. Comme quand un cortège de CRS va nasser une foule pour les bloquer et finalement les maintenir dedans pour arrêter une manifestation, pour faire pression, pour faire du maintien de l'ordre. L'idée de MetaKettle, en fait, c'est un jeu qu'on peut faire à partir du moment où on est nassé. Et en fait, à partir de là, alors je vais essayer de ne pas me planter, mais effectivement, n'importe qui peut décider qu'il est un groupe d'animaux, par exemple le serpent ou l'éléphant. Et ensuite, son but va être d'entourer d'autres personnes. Donc, soit d'autres personnes le rejoignent juste en disant j'ai envie d'être ton équipe. Et après, dès qu'ils arrivent à entourer d'autres personnes, ces personnes-là vont rejoindre leur équipe et l'équipe qui gagne est celle qui a réussi à entourer toutes les autres. Donc, vous comprenez bien qu'il y a une espèce de discours ou en tout cas de tourner en dérision finalement la situation en jouant dedans. Il y a aussi
un truc que je trouve hyper intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'en fait, comme le jeu n'a pas vraiment de but en soi, mais qu'en même temps, c'est une dénonciation aussi de ce qui se passe, en fait, il n'y a pas trop de solutions non plus du côté des CRS, par exemple, puisque finalement, laisser faire le jeu, finalement, c'est un peu laisser le discours passer et puis arrêter le jeu, c'est aussi une façon finalement que le discours passe. Donc en fait, c'est intéressant parce que le jeu et le play en particulier a cette capacité à se réapproprier un contexte, alors que sinon on dit, bon, on est juste bloqué et puis on a perdu, alors que finalement, par le jeu, on arrive à critiquer, à montrer autre chose. Voilà, il parle entre autres, là où j'avais lu cet exemple, il parlait d'un play qui est carnivalesque. On détourne en rapport au carnaval, on détourne la situation, la situation où on est. Le jeu, ça peut être aussi un moyen d'expérimenter, voire de s'ennuyer. Donc, on est toujours sur un exemple un peu spécial. C'est un jeu qui s'appelle Desert Bus, alors j'ai un doute sur le nombre d'heures où on conduit, mais en tout cas, on conduit un bus sur une très longue durée, sur une route qui est plutôt droite, je crois, avec un bus qui, si on ne le remet pas droit régulièrement, va finalement dériver et puis se planter sur le côté. Et en fait, du coup, c'est un peu un simulateur d'ennui. Ce qui est intéressant, c'est finalement de détourner le jeu de ce que c'est classiquement le jeu où il faudrait que ça soit une course-poursuite en bus, d'en faire quelque chose où il ne se passe rien. Et du coup, il y a aussi, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il y a pas mal d'usages qui en ont émergé, entre autres pour des marathons caritatifs ou des choses comme ça, où des streamers se relayent avec ce jeu-là ou des choses comme ça. Donc, où c'est un moyen peut-être pour des gens de discuter en faisant ça, mais finalement pas en faisant ce qu'on fait traditionnellement dans un jeu. Donc là aussi, c'est aussi une façon finalement de un peu subvertir ce qu'on fait habituellement dans un jeu. Donc voilà pour Desert Bus. Ouais, effectivement, ça peut être un peu l'angoisse aussi. J'ai pas essayé d'y jouer honnêtement tout seul, mais par contre, effectivement, je vois bien où ça peut être intéressant de se faire un côté un peu de challenge expérience, de le faire à plusieurs en relais ou quelque chose avec un peu ce défi-là, quoi. Voilà, voilà. Donc, je crois que j'ai gardé cette réponse, enfin cette question pour un peu plus tard sur est-ce que le jeu doit être ludique ou pas. Je vais peut-être vous donner quelques éléments, mais je vais essayer de ne pas l'oublier. Et je compte sur vous au cas où. Je vais vous donner quelques mots et concepts du play qui vont peut-être d'ailleurs nous aider justement sur les mots et sur ce qu'on fait. Donc, des mots et des concepts du play, vous avez les jouets. On parle souvent de jouets, de toy en anglais. En fait, le jouet, c'est un objet, c'est un produit qui est fait pour nous inciter à être dans une attitude de jeu. L'exemple à droite, c'est Siri, l'assistant vocal des iPhones, qui est intéressant parce que cet outil-là, entre autres, il va faire des blagues. Par exemple, si vous lui dites « Est-ce que tu veux te marier avec moi, Siri ?» il va vous répondre écoutez, j'ai déjà eu beaucoup de demandes de ce type-là récemment. Et en fait, du coup, on va jouer avec l'assistant vocal. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, ça rend un produit beaucoup plus amical et conversationnel que si c'était juste un produit qui disait je ne comprends pas la commande, terminée. Et là où justement un assistant vocal, ça pourrait faire flipper. Donc là aussi, on est dans le jeu qui permet donc on peut avoir des produits et des services qui prennent des allures un peu de jouet. Donc voilà, donc le jouet, c'est vraiment un produit, un objet physique qui est là pour nous inciter à jouer sur la façon dont il est fait. Je reviens sur les petits cubes en bois et tout. Vous avez aussi souvent des jouets qui ont des couleurs, qui ont des choses qui donnent envie de faire des choses avec sur les jeux de construction. Ça marche plutôt bien. Les terrains de jeu, alors on aura l'occasion d'en reparler un petit peu, mais les terrains de jeu, c'est un espace qui est intéressant aussi parce qu'on va y retrouver pas mal de choses qui sont là. On ne va pas contraindre la façon dont on va jouer dessus, mais on va donner des incitations. Ici, vous avez par exemple des flèches, vous avez des couleurs, vous avez une marelle, vous avez un certain nombre de choses qui sont faites pour inciter à ce qu'il se passe des choses, mais on n'a pas de mode d'emploi précis tu dois faire la balançoire là, puis ensuite la marelle, puis ça, puis ça. Et en fait, généralement, je pense qu'on est tous témoins que ça se passe très bien, modulo potentiellement
quelques désaccords sur les façons de jouer avec, mais qui à la limite font peut-être partie du jeu. Mais en tout cas, on n'est pas sur un objet qui va vous dire faut jouer avec moi comme ça. On est sur un terrain de jeu, un terrain où il peut se passer des choses. On reparlera de quelques caractéristiques des terrains de jeu après et qui font que ça marche bien. Et un dernier terme qui est intéressant, c'est le terme, alors pareil, hein, désolé pour l'anglicisme, mais de playfulness. En français, on pourrait parler parfois d'espièglerie, de choses comme ça, mais je trouve que ce n'est pas complet. En fait, c'est vraiment d'être dans une attitude de jeu par rapport à des situations qui ne sont a priori pas ludiques. Là, par exemple, je dois faire un déplacement d'un point A à d'un point B, et finalement, je décide de marcher en équilibre sur cette rampe. Pourquoi pas? En fait, c'est juste pour rien, mais parce que j'ai envie de le faire. Vous avez, par exemple, on va retrouver beaucoup ça dans des choses comme la séduction, par exemple. Il y a quand même un objectif clair et en fait, il y a plein de chemins où les gens bah, voilà, peuvent jouer en fait, à faire plusieurs choses inutiles, mais par plaisir d'y aller. Et puis parce qu'il y a un jeu, on va retrouver ça aussi au travail, dans le football, par exemple. Alors, on est sur un jeu quand même, mais par exemple, vous avez tout ce qui est ceux qui vont faire le spectacle avant de marquer un but ou quelque chose. Voilà, là, on va être dans des attitudes qui sont finalement plus loin que l'objectif de jouer un peu avec les contraintes qu'on a. Effectivement, être joueur, c'est une bonne définition aussi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que à la fois, on met ça dans quelque chose où il n'y en aurait pas besoin. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi profondément humain, quelque part, de dire, même si je sais aussi on va peut-être retrouver ces comportements-là chez des animaux, par exemple. Mais en tout cas, c'est quelque chose que nous aussi, on a le loisir de faire, de ne pas prendre les chemins les plus courts et les plus simples jusqu'à un objectif. Et je trouve ça assez intéressant aussi parfois. Voilà, voilà. Donc là, j'ai à peu près fini les quelques exemples et notions théoriques. Après, j'ai quelques idées et quelque chose. Donc, peut-être, je vais regarder s'il y avait des questions là-dessus. Déjà, entre autres, je vais reprendre la question de ludique. Après, j'ai quelques pistes à vous donner sur comment on fait pour s'approprier, comment on pourrait designer des terrains de jeu, comment on pourrait appliquer ça. Je reprends la question de Julien, entre autres. Est-ce qu'un jeu n'a pas l'obligation d'être ludique? Alors, la question n'est pas évidente en soi parce que je ne sais pas, je ne sais pas complètement ce que veut dire ludique, dans le sens où déjà, pour moi, ludique, c'est potentiellement que c'est un jeu, donc ça se mord un peu la queue, potentiellement. Je réfléchis en même temps. Déjà, il y a la question de la définition du jeu qui revient souvent. On va souvent vous dire un jeu, c'est quelque chose dont le jeu est un autotélique, donc en soi, quand on joue, le but, c'est de jouer, c'est pas de faire autre chose. Ce qui est potentiellement discutable selon les univers où on évolue. Par exemple, quand on va parler de serious game, est-ce que c'est encore un jeu quand j'ai un objectif de transmission de message ou pas? Ou de... Mais moi, je dirais que, après, si tu peux préciser ce que tu entends par l'obligation d'être ludique, ça m'intéresse quand même. Euh, Parce qu'effectivement, je ne sais pas si jamais, Alex, tu as aussi des bouts là-dessus, mais moi, je sèche un peu parce que ça dépend ce qu'on appelle par ludique. Je peux renvoyer aussi à la Voilà. définition des 4 case to fun. C'est ce que Avec... j'allais dire, hein. Effectivement, ça dépend de comment on définit le fun aussi. Et vu qu'il y a différents types de fun et différents types de personnes et différents types de situations, un peu, un Ouais. peu compliqué. Ouais, effectivement. Alors, les 4 clés du fun, on va pas aller en détail là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est de dire il y a des gens, ils trouvent ça fun quand quelque chose est dur, de faire l'ascension du Mont Blanc. Pour certaines personnes, c'est fun. Pour d'autres, c'est de faire de la rando avec des amis et pas de faire mais juste tranquillement parce qu'on passe un beau moment et puis on va manger et boire un bon coup, arriver à un endroit où on voit bien et c'est tout, quoi. Et en fait, voilà, c'est ça, ludique, ça peut avoir plein de définitions différentes. Ne pas marcher sur les lignes quand on marche sur du carrelage, oui, je crois que c'est playful, exactement. En fait, souvent, une bonne question, c'est de se dire, est-ce qu'un enfant, enfin, en tout cas, est-ce qu'on s'interdisait de faire ça quand on avait envie quand on était plus jeune? Bah, souvent, effectivement, on va retrouver des comportements playful parce qu'en fait, l'enfant, souvent, c'est des choses aussi où, quand on est enfant, on fait les choses, on teste. Et je pense que c'est aussi beaucoup lié au fait qu'on a besoin d'apprendre beaucoup et de voir comment marchent les choses. Donc, on appuie, on voit comment ça marche, etc.
Ouais, ludique me divertit avec une interaction. Ouais, effectivement. Ouais, en fait, voilà, c'est là où la définition de ludique, ça dépend vraiment qui, comment, effectivement, ludique ou plaisant. Euh, mais ouais, une approche amusante, effectivement. Tac, 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 je vous rattrape. Je mets du jeu un peu partout. Ouais, effectivement, de mettre du jeu pour surmonter l'ennui, effectivement, c'est une façon profondément humaine aussi dans des tâches qui sont rébarbatives, par exemple, de dire bon, bah vas-y, j'y vais et puis je change un peu les choses. Après, ouais, effectivement. Euh, et du coup, ouais, le play, c'est très personnel. Ouais, je dirais que c'est je sais pas si c'est personnel ou humain, mais effectivement, je pense que, enfin, il y a un peu des deux de toute façon. Mais effectivement, on n'a pas tous la même envie de jouer avec les choses, je pense. Par contre, j'aurais ce petit pari de dire qu'on a tous intérêt à explorer un peu plus les choses autour de nous et d'utiliser ça de temps en temps. Mais ça, on en reparlera un petit peu. Effectivement, c'est aussi, ouais, et le faire en s'amusant. J'avance un petit peu, comme ça je vous montre un peu, ça enrichira aussi peut-être les questions et les échanges sur bah, comment on l'applique, ça vous donnera aussi peut-être quelques idées. Donc moi, j'ai essayé de réfléchir comment on applique ça et en quoi ça se diffère aussi peut-être de parfois quand on fait bah, finalement de la gamification et encore, on pourra en discuter à la fin parce que je pense qu'en vrai, la gamification telle qu'on l'a fait chez Feedback, elle intègre pas mal d'éléments de playful design aussi. On l'intègre plutôt dedans, mais en fait, bah, je vais en parler, je vais avancer parce que j'ai une slide qui en parle après, mais en fait, je pense que c'est assez complémentaire. Où est-ce qu'on peut redevenir playful? Alors, cette histoire de playful, elle est beaucoup là pour l'émergence. Moi, je pense que dans l'intelligence collective, je pense qu'il y en a quelques-uns qui pratiquent la facilitation, soit dans l'assemblée, soit dans les gens du replay. Je pense qu'effectivement, quand on est sur de l'animation d'ateliers collaboratifs avec des gens, souvent, on ne veut pas savoir ce qui va émerger, on veut le cadrer, mais on veut pas imposer ce qui va en sortir. Donc déjà, là, on a tout un intérêt à créer de l'émergence dans les communautés et ceux qui sont sur feedback le voient. Nous, on travaille pas mal aussi à que bah, justement des projets, des envies, des webinaires, des choses puissent émerger facilement parce qu'en fait, on ne peut pas créer un plan à l'année de ce qui va se passer. Ça ne serait pas souhaitable. Des lieux, des Fab Labs, des médiathèques, des recycleries, des labs d'innovation, c'est des lieux où on a intérêt à inciter les gens à faire émerger des projets, des choses, à faire des conversations. Et même des produits ou des services, ça peut être des leviers de créativité pour les utilisateurs, en fait, bah, d'avoir des produits qui permettent de faire des choses aussi librement, qui utilisent, pour ceux qui connaissent nos leviers de gamification, quand on parle du levier créativité autonomie, les Lego, Minecraft, on est en plein dans ces choses-là où on a envie que les utilisateurs ils saisissent de l'outil, ils fassent émerger des choses. Et voilà, donc je disais, généralement, des objectifs, c'est favoriser l'émergence, l'innovation, l'apprentissage. J'ai cru voir un parallèle, ouais, c'est ça, avec la classe. Effectivement, la classe, on est dans un endroit alors, où d'un côté, on a probablement des objectifs d'émergence, et on a aussi pas mal de choses. On a envie que les élèves repartent avec des notions précises, mais les deux sont importants. Et donc, effectivement, bah, cette approche-là, elle peut être assez intéressante. Je vous ai un peu alors, elle n'est pas parfaite, mais c'est un début de réflexion là-dessus de c'est quoi du design rationnel vs du playful design. Et en fait, entre autres, ce qu'on pourrait appeler de la gamification classique, où on serait plus sur des points, des classements, des objectifs, des choses où on vise des changements de comportement précis et attendus des utilisateurs. Par exemple, je veux euh, que mes utilisateurs ils fassent telle action, ils jettent le déchet dans telle poubelle, et c'est très bien aussi hein, parfois il y a cette notion de contrôle et on a des actions précises qu'on veut de nos utilisateurs. Je veux qu'ils utilisent plus qu'ils soient plus dans l'éco-conduite avec leur véhicule. Bon, bah là, on a vraiment voilà, du contrôle, on a de l'aspect rationnel, on a une certaine maîtrise. On va chercher à garantir le résultat aussi. Bah, un client avec qui on va travailler avec cette approche-là, et nous, voilà, on a aussi cette approche-là. Peut-être qu'il va vouloir nous dire, bah, OK, ça va m'aider sur le changement de comportement de mes utilisateurs. Et ce que j'aimerais à la fin, c'est qu'il y en ait tant qui soient dans ça. Et du coup, dans le design rationnel, on va être aussi plus dans la clarification des buts, des objectifs, des étapes.
Le playful design, on va être là plus à favoriser l'émergence plutôt que contrôler ce qui se passe. On va être là, on va plus privilégier le process et le fait que que le process soit bien et que le résultat en émerge. On va parier sur le process et, et donc on va cadrer les choses pour que ça se passe bien. Voilà, on va avoir de l'émulation plutôt que de la maîtrise. On va essayer de faire monter les choses entre elles et que ça en sorte. On va avoir plus de risques. Le playful design, voilà, c'est bien, mais on disait ça sert aussi dans l'innovation, ça sert dans des domaines où on a besoin qui sont peut-être moins certains sur l'objectif. Donc c'est aussi avec plus de risques, plus d'innovation, mais plus de risques. Et par contre, on va permettre l'expression des utilisateurs, donc enfin, des utilisateurs, des publics, tout dépend avec qui vous travaillez. Donc ça, c'est intéressant aussi, en particulier pour tous ceux qui sont sur des démarches participatives, des choses avec les publics. Et l'appropriation, le fait de mettre des choses où vos utilisateurs, ils peuvent s'exprimer, ils ont de la liberté, ils peuvent faire des choses, ça va leur permettre aussi plus de se sentir acteurs. On parlait des communautés avant. Dans une communauté, si vous avez prévu tous les comportements de vos utilisateurs, ils vont se sentir moins chez eux que s'ils ont eux-mêmes proposer des choses, etc. Donc, voilà un peu sur une comparaison des deux designs. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais donc j'ai vu que la question du replay a été posée, il sera transmis et les slides, je vous les transmettrai aussi. Comme ça, s'il y en a qui veulent échanger, par exemple, sur ça, je vous disais qu'on part en exploration, clairement. Ça, je suis complètement prêt à en discuter. Et puis, certains ont des éléments, des complémentaires, des vues en plus. Je trouve ça hyper intéressant d'aller creuser un peu. Voilà, voilà. Et oui, il me reste quelques... Je vais y aller tout de suite comme ça, effectivement. Après, je vais vous donner quelques exemples de bonnes pratiques là-dessus. Souvent, ce qui est bien, malgré qu'on fait de l'émergence, c'est d'avoir un cap, un enjeu commun, d'être clair sur ce qu'on cherche à produire, vers quelle direction on va. Voilà, même si on n'a pas des objectifs précis, maillés, etc., de quand même savoir où on va. Si vous faites, j'ai vu l'exemple des Lego pour de la créativité, il faut quand même savoir à quel problème vous essayez de résoudre, quel est le cadre où vous le faites, même si vous n'allez peut-être pas bloquer autant que si on était sur une démarche, entre guillemets, de conception classique. La sécurité, les terrains de jeu, bah là, c'est un bon exemple, mais effectivement, les terrains de jeu, on peut laisser les enfants faire pas mal de choses, aussi parce que le sol n'est pas trop dur, que les bords sont arrondis. J'ai eu, j'ai eu quelques cahiers des charges de terrains de jeu dans les mains à une époque, et effectivement, bah, c'est des choses qui sont très contraintes justement pour la sécurité des enfants. Donc bah là, OK, on ne va pas faire des terrains de jeu physiques, nous, ce n'est pas la question, mais en fait, quand on fait des dispositifs sur des communautés, sur de la facilitation, sur des jeux pour que les gens puissent s'exprimer, bah, comment on met des éléments de sécurité émotionnelle, comment on met des choses pour que les gens se sentent à l'aise, se sentent en égalité avec tout le monde. Enfin, voilà, donc là aussi, c'est à nous, en tant que concepteurs de dispositifs, en tant que designer, que ce soit des dispositifs numériques, physiques, de mettre les gens en sécurité pour qu'ils puissent justement faire émerger des choses chouettes. L'esthétique, le beau, le fait d'avoir des choses qui invitent, moi je crois que c'est vraiment aussi, c'est un autre terrain de jeu, ça, de Monstrum Playground. L'esthétique, ça fait que les gens, ils ont aussi envie de faire émerger des choses, d'émerger, etc. Ceux qui font des ateliers, ceux qui utilisent des outils, d'avoir des beaux outils, en fait. Je pense que c'est une des façons aussi d'encourager les gens à s'exprimer. On arrive sur encore on a un mot compliqué, mais le mot pour ceux qui font qui sont autour du design, le mot affordance, ça vient décrire le fait que des objets suggèrent comment ils doivent être utilisés. Ici, vous avez une poignée de porte à gauche où on sait qu'on doit presser dessus et c'est clair. À droite, si vous avez une planche qu'il faut tirer et qui a écrit poussez-moi, enfin, on a quelque chose de pas enfin, on n'est pas très clair, quoi. En fait, on a l'impression qu'il faut la tirer. En fait, on nous dit qu'il faut la pousser. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, effectivement, des jouets, des choses, des mécanismes qui incitent les gens à faire émerger des choses, bah, faut que pour eux, ça soit naturel que, tiens, si je veux poster un post, si je veux partager quelque chose à la communauté, si je veux tester, bricoler un truc avec le produit, bah, faut que j'ai beau être libre, il faut quand même il faut que j'ai une idée de vers où aller, quoi. Donc voilà. Et euh, on a aussi effectivement d'avoir des espaces vides, des interstices et des silences. Si vous avez un dispositif où l'utilisateur il est bombardé de barres de progression, d'objectifs, de choses qui popent tout le temps, bah, ça va être difficile. Ça va être difficile de le faire.
finalement de lui laisser de l'espace pour s'exprimer. Voilà, donc c'était la slide vide. Et on a, et ça n'a on a des feedbacks, et c'était même pas pour faire un jeu de mots avec feedback, mais en fait, le fait que l'utilisateur, on l'incite à s'exprimer, à faire émerger des choses, en fait, c'est important quand même qu'il ait des encouragements, qu'il ait des choses qui se passent. Donc, c'est pas forcément des choses immédiates dès qu'il se passe quelque chose, mais en fait, c'est qui se sentent, qui sentent qu'on voit, qui s'exprime, qui fait des choses, qui se passe des choses. En fait, le jouet, il est d'autant plus intéressant que quand j'appuie dans le bouton, sur le bouton, il se passe quelque chose, quoi. Donc, d'avoir des dispositifs, vous avez un magnifique docteur Maboul sur l'écran, voilà, le fait que là, on doit enlever les petits les os ou les choses en ne touchant pas les bords. Le jeu vous dit tout de suite quand vous touchez les bords, ça va sonner, ça va faire un bruit désagréable. C'est important aussi, effectivement, pour inciter les gens à jouer avec le système, que quand on joue avec le système, il se passe des trucs. Voilà. Et donc, la petite citation, c'est juste le fait qu'on ne s'arrête pas de jouer parce qu'on devient vieux, mais on devient vieux parce qu'on s'arrête de jouer. Donc, je la trouve chouette parce qu'il y a aussi ce truc de finalement de réapproprier finalement cette approche playful avec les choses. Ça permet aussi de réexplorer, d'innover, de voir des choses, de découvrir différemment les choses. Et finalement, on pourrait aussi l'appliquer à plein de choses. Là, je vous ai parlé pas mal de comment on l'applique dans le design à des produits, des services, des communautés. Mais en fait, même dans la vie, de retrouver un peu cet aspect finalement de playful avec les choses, c'est assez intéressant. Il ne faut pas le faire tout le temps parce que, en fait, il y a des moments où c'est intéressant aussi finalement d'être cadré, de savoir où on va, mais par moments de trouver un peu des espaces de liberté. En tout cas, plus, c'est de se les réautoriser, c'est chouette. Donc voilà un petit peu. Et ça, je vous laisserai ou je reviendrai dessus après. Mais entre autres, il y a Bernie de Koven qui a fait pas mal de petites conférences sur le sujet et Play Matters qui a pas mal inspiré aussi des éléments dans cette conférence, qui est un livre qui parle pas mal des différents usages du Play et avec pas mal d'exemples dedans. Donc voilà, peut-être c'est le moment, en plus j'ai pas mal parlé, donc peut-être de prendre vos réactions, vos questions, vos idées là-dessus, par écrit si vous voulez, par oral s'il y en a aussi. On n'est pas si nombreux que ça et c'est agréable aussi d'avoir des vrais gens. Donc s'il y en a qui veulent prendre la parole aussi avec plaisir. Est-ce que le playful est lié à la spontanéité? Je pense que oui, il y a un vrai aspect effectivement de retrouver aussi ce truc de on est là maintenant et on teste quelque chose. Entre autres, il y a des formats aussi moi j'ai fait il n'y a pas récemment, début d'année, j'ai fait un format qu'on appelle forum ouvert. Donc en fait, en début de journée, on était pas mal de participants, on décide quels sont les sujets de conversation qu'il va avoir et en fait, tout est ouvert, on circule d'un endroit à l'autre, etc. Et le fait de garder cet aspect, on se retrouve dans une salle, on va expérimenter et on réfléchit pas trop à quel atelier quand, ça permet pas mal de tester des choses. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Claire, j'ai vu le micro qui se... Non. Alors, la différence entre playful design et gamification, une question compliquée. En fait, ça dépend ce qu'on met dans gamification, parce qu'en fait, on pourrait... Nous, aujourd'hui, on fait clairement des deux, dans le sens où quand on utilise notre méthodo et nos outils, on va à la fois avoir des choses qui sont là pour provoquer des effets précis chez les utilisateurs et les publics avec des systèmes de récompense, des feedbacks, certains mécanismes comme les barres de progression, comme les challenges sont plus orientés vraiment sur donner des objectifs clairs, donner des boucles d'engagement, des choses comme ça. On va embarquer les joueurs. Le playful design va un peu s'en démarquer dans le sens où on va plus aller chercher vraiment de créer des cadres et de dire les choses peuvent émerger. Voilà, donc avec un peu plus finalement d'incertitude sur ce qui va sortir et finalement aussi de faire confiance au public, aux utilisateurs, etc. Mais je pense que c'est complètement complémentaire et c'est difficile d'en faire une définition complète dans le sens où ça dépend ce qu'on met dedans, en fait, dans chaque mot. Je ne sais pas si Alex, tu veux, mais si tu passes. J'ai pas grand-chose à ajouter comme C'est ça. compliqué, hein.
Mais C'est effectivement, compliqué parce que il n'y a pas assez de monde qui sont là pour faire un consensus sur la définition. Déjà que gamification n'est pas si nombreux. Alors, Playful, ouais. Alors après, j'ai la question de Lauriane sur comment convaincre un groupe potentiellement réticent à jouer. Ah bah là, on est, à mon avis, sur le cadre, la sécurité, le playful aussi. Alors, vous avez vu peut-être MetaKettle, je vous ai montré avant, sur jouer dans une NAS, etc. On n'est pas obligé d'aller dans des exemples aussi subversifs tout de suite non plus. Je pense qu'il y a des fois, c'est juste de dire, bon, on va faire différemment de comme on a l'habitude, on essaye, on y va. Ça peut être... Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a des choses assez simples d'inciter les gens à refaire un dessin plutôt que de se présenter de la façon habituelle. Peut-être de venir façon simple, mais de venir avec les jeux de photolangage en soi, quand on va dire vous prenez une carte dans un jeu de Dixit et vous vous présentez avec, on est déjà dans quelque chose où on fait émerger de la parole différemment, par exemple que quand on fait une présentation classique en faisant un tour de table. Donc en fait, ouais, je pense vraiment le groupe potentiellement réticent à jouer, c'est étape par étape et des petits enjeux d'abord, se mettre à l'aise avec ça avant de... Et je pense qu'après, il y a des moments aussi où on ne peut pas exactement jouer. Est-ce qu'on peut utiliser du playful design dans un serious game? Eh bien, je suis pas... C'est pas évident parce que le serious game, pour moi, il y a quand même souvent. Je pense que ça peut être une façon et on peut avoir des choses, de l'émergence et des choses intéressantes à faire, mais pour moi, c'est un objectif secondaire ou en tout cas après la partie. Le serious game, pour moi, l'objectif premier, c'est de diffuser des contenus pédagogiques. Donc souvent, on a besoin d'une certaine maîtrise et d'un certain cadre. Après, je réfléchis en même temps, on peut avoir aussi une phase de très playful. Par exemple, sur la gestion de crise, par exemple, j'ai vu des gens qui font des expériences où on va vraiment tester, on va se retrouver en pleine crise, on va explorer comment on gère ça avec aucun outil, aucune méthode. On va nous laisser pendant peut-être, je ne sais pas, pendant 2 heures à gérer. En fait, vous laissez les gens explorer comment on fait. Et en fait, après, vous pouvez avoir un vrai débrief, un vrai passage de contenu pédagogique. Donc, en fait, ça peut être intéressant de faire explorer complètement comment on fait sans méthode, etc. Pour après que les gens, ils absorbent mieux les contenus pédagogiques, la méthode, les choses. Donc, en fait, ouais, la partie vraiment faire expérimenter des choses aux gens. Vous avez pas mal de dispositifs qui utilisent le corps ou qui utilisent le jeu de rôle où on fait se mettre à la place d'eux. En fait, ouais, si je pense qu'il y a pas mal de cas où le côté playful va être là pour faire expérimenter les choses sur une formation. Effectivement, ne pas dire que c'est un jeu, c'est souvent une bonne façon de faire jouer les gens. Effectivement, et je vois le challenge des chamallows et des baguettes. Alors, je crois que ça s'appelle le Marshmallow Challenge, où on doit construire. Alors moi, j'ai eu avec des spaghettis, mais ça doit être l'équivalent des baguettes. On doit construire la tour la plus haute avec un chamallow et des spaghettis et puis quelques outils. Je crois un peu de scotch et un ciseau, si je me souviens bien. Et typiquement, là, on expérimente, on teste, on ne sait pas trop, on peut faire. D'ailleurs, les règles ne sont pas toujours très claires quand on nous les donne et c'est parfois volontaire. Et ouais, en fait, ça permet au groupe, déjà, ça permet au groupe de s'amuser, de retrouver un truc un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude. Et après, effectivement, ça permet aussi de débriefer après sur les dynamiques de groupe, sur ce qui s'est passé. Donc en fait, moi je pense juste qu'il ne faut pas tuer le play en essayant de passer, en passant des contenus pédagogiques en même temps que vous voulez que les gens soient vraiment dans une activité de jeu, parce que ça, c'est très compliqué, quoi. En fait, on peut pas, en fait, parce que du coup, ça les sort tout de suite de je fais du jeu juste pour voir ce qui se passe, puisqu'on est déjà en train de m'expliquer à quoi ça va me servir plus tard. Donc, voilà, voilà. Je crois que j'ai pris pas mal de questions. Est-ce qu'il y a Je regarde en même temps. Alors, je vous laisse en mettre. Je regarde juste si j'avais des choses à dire aussi. Alors oui, j'ai 2 choses à faire aussi en même temps avant que j'oublie. Et puis, je prendrai vos questions s'il y en a qui arrivent. Alors, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Feedback, mais je pense vous êtes beaucoup à connaître. Nous, on fait pas mal de choses, entre autres de la prestation, de l'accompagnement. Mais surtout, ce que j'avais envie de vous parler, c'est qu'on a une communauté sur un Slack. Donc, je pourrais vous remettre les liens dans le chat où on va échanger, on va organiser des webinaires, etc. On a un groupe Meetup. Si vous êtes là, a priori, vous avez trouvé
le lien. Et un lab pour expérimenter, innover, faire grandir un peu les frontières de ce qu'on fait. Le playful design et cette exploration en fait partie. Et du coup, ce que j'avais envie de vous dire, je vais vous diffuser un petit lien Typeform, entre autres, pour me dire un peu ce que vous a inspiré la conférence, etc. Et pour poser aussi la question, s'il y en a qui veulent un peu explorer ces sujets, sur quel format, s'il y en a qui voudraient un peu creuser ces notions-là, à voir ce qu'on peut faire ensemble. C'est toujours un peu sur le principe aussi de on reste dans l'émergence, on voit qui a envie de faire, comment, et puis on y va. Et puis s'il y a du monde, il y a du monde. Si on est peu, on est peu. Si on est beaucoup, on voit. Donc voilà, je vais peut-être passer le lien du chat, le lien du Typeform en même temps. Voilà. Hop. Et du coup, je vais reprendre les questions en même temps. Touc. Alors, hop. Normalement. Voilà, donc il y a quelques questions un peu. Si ça vous fait penser à certaines références ou certaines choses, n'hésitez pas. Si vous avez envie de faire des choses par la suite sur ce sujet, n'hésitez pas. Pareil, s'il y en a qui ont des réflexions après coup, on n'est pas très dur à trouver sur LinkedIn, Slack, Meetup. Enfin voilà, on est toujours preneur des questions, des choses en plus, des envies d'autres Meetup aussi sur même d'autres sujets, hein. Voilà, donc c'était un peu la question. La question que j'avais, je voyais Anaïs qui parlait de show don't tell. Ouais, effectivement, ce côté expérimenté et effectivement donner un cadre, par contre, c'est important. On peut pas, en tout cas, si on veut se positionner comme aussi concepteur de dispositifs qui permettent aux choses d'émerger, je trouve que c'est intéressant finalement d'être là aussi pour donner le cadre et la sécurité et l'environnement qui permet que ça se passe, quoi. Donc voilà. Je reste un petit peu. S'il y a deux, trois questions. Touc. Sinon, on est pas mal. Sinon, on vous transmettra les éléments. Je ne sais pas si s'il y avait des choses à rajouter. On a des actus après sur les prochains meet-up. Je crois qu'on en a un sur le détournement de jeux de société qui est prévu dans les prochains. C'est ça, Alex? Ouais, on a un double meet-up sur le détournement de jeu à but pédagogique. Et on a un café de la gamification aussi qui aura lieu du coup lundi, pas celui-là, mais celui d'après. Donc on en a un tous les deux lundis, Yes. désormais. Alors, je vois deux questions. Alors, une facile, est-ce qu'on est à Lyon? A priori, non, même si ça nous arrive d'y passer, mais on est Il n'y a pas plutôt longtemps, tu y aujourd'hui. étais. C'est vrai que j'y étais il n'y a pas longtemps à Lyon. J'y étais il n'y a pas longtemps, mais aujourd'hui, on est en région parisienne et plutôt dans l'ouest, vers Nantes, Saint-Nazaire, tout ça, même si après, on travaille avec pas mal de clients en France et même ailleurs parfois. Et du coup, sur la question des clients passés de l'agence, on en a pas mal sur le site, mais après, pour donner quelques idées, aujourd'hui, comme on travaille, et là, je sors un peu du playful design, la gamification, on va être vraiment sur en fait, on va travailler avec toute personne qui a des enjeux de passage à l'action, d'engagement, de changement de comportement. Et ce qui fait, et comme nous, on travaille aussi beaucoup sur notre méthode et la diffusion de la façon de le faire, et on le fait à la fois en accompagnant les gens directement, en le faisant avec eux, en le faisant tout seul et en leur donnant des éléments. En fait, on a eu la chance, là, sur les dernières années, de travailler avec des clients assez variés. Ça va de la start-up à la collectivité, en passant par le grand groupe ou les indépendants qui ont envie de, par exemple, sur des métiers comme l'UX, par exemple, finalement d'intégrer de la gamification à ce qu'ils proposent. Donc, on a Des assos aussi, de temps en des temps. assos aussi, effectivement. Donc, ouais, c'est très, très varié, effectivement. Je voyais la question aussi de la méthode sur un cas. Effectivement, ça, je pense que à la fois, ça pourrait être un sujet de meet-up. On a aussi un article sur le blog sur feedback.io qui explique un peu notre méthode étape par étape. Je pense que c'est un contenu qui est pas mal pour voir un peu
le process qu'on suit. Si la question portait sur la méthode, sur le playful design, la question est ouverte, dans le sens où finalement, je pense qu'il y a des choses qu'on fait déjà et qui ressemblent dans la méthode qu'on a. Et après, se pose la question aussi, est-ce qu'il y a des éléments méthodiques précis là-dessus à construire? Donc voilà. Est-ce qu'on voit tout sous l'angle de la gamification ou est-ce qu'on arrive à décrocher parfois? C'est souvent, en fait, c'est une grille de lecture, la gamification, mais comme quand vous êtes spécialiste en marketing au hasard, vous allez voir pas mal de choses avec cette grille-là, mais en tout cas, moi, je me sens vraiment pas du tout enfermé dans la gamification dans le sens où je m'intéresse à pas mal d'autres choses autour de, déjà au design de façon globale, parce qu'en fait, il y a plein de fois aussi où les problèmes sont des problèmes de design et pas seulement de gamification. On travaille aussi beaucoup sur des sujets de facilitation, de communauté, et puis même des sujets d'impact environnemental, d'autres choses. Enfin, voilà, il y a pas mal de sujets aussi, finalement, de sujets de thématiques ou de choses qui nous intéressent à côté. Enfin, je sais pas, Pour, Alex, soit si tu arrives à pour compléter, décrocher. ouais, un petit peu, il y a un, je vais dire un freelance, on va dire un influenceur que je suis qui s'appelle Yann Leonardi, qui parle beaucoup de gross marketing. Et, euh, et en fait, il analyse quasiment tous les projets qu'il voit, les marques, les entreprises, etc., sous un framework, une méthode qu'il a. Et en fait, c'est assez utile pour comprendre comment la marque fonctionne. Et il y a des points communs avec la gamification. Et du coup, des fois, on va dire, ah, bah, dans la gamification, on peut voir ça. Et lui, il va dire, dans le growth ou dans le branding ou ce genre de choses, on peut voir ça. Et en fait, on va voir un peu les mêmes choses. C'est plutôt j'ai l'impression, moi, des outils pour voir, pour essayer de comprendre. Et après, bon, le fait que ce soit de la gamification ou du growth, en fait, on s'en fout un peu. La question, c'est plutôt pourquoi on a voulu mettre ça en place et comme on l'a fait. Mais la guerre de chapelle, je pense que ça n'a pas trop Ouais. d'importance. Je pense qu'on a un truc qui nous intéresse quand même, qui rejoint beaucoup de choses qu'on fait, c'est les thématiques autour vraiment de l'engagement, du passage à l'action, qui réunit quand même pas mal de nos centres d'intérêt, mais ça va bien plus large, que la gamification, effectivement. Yes, bon, j'ai vu que tu as mis le lien de la communauté, donc c'est bien. Le problem solving, du coup, là, je suis pas, enfin, à la fois, je suis pas sûr de savoir, mais enfin, sur la résolution de problèmes, en tout cas, on peut, sur la partie, souvent, il y a une partie d'exploration du problème. Là, on peut avoir des outils ludiques sous forme de cartes, sous forme de choses qui aident un peu pour ceux qui voient le design thinking, enfin, toutes ces approches centrées, vraiment la phase de divergence, d'exploration du problème, les outils marchent bien plutôt. Et enfin voilà, les outils ludiques sont utiles pour aider à la divergence, pour la convergence parfois aussi, surtout pour qu'elle se fasse sans douleur. Parfois, des outils ludiques peuvent aider, mais c'est pas miracle non plus. Donc non, effectivement. Après, voilà, on n'est pas non plus, ça complète un peu ce qu'on disait avant. Parfois, les bons outils ne sont pas ludiques aussi. Enfin, et du coup, on n'est pas, enfin, voilà, on regarde, mais je pense qu'effectivement, en tout cas, on peut rajouter du jeu dans la résolution de problèmes. Est-ce qu'on doit le transformer en jeu? Je sais pas. Je sais qu'il y en a qui le font, euh, entre autres avec des approches comme Lego. Après, est-ce qu'il faut le faire? Je ne sais pas complètement. Euh, je, je vois des suggestions d'aller sur Gaverton plutôt que sur Slack. Je laisserai découvrir sur la communauté feedback les dernières nouvelles, mais entre autres, on a un espace qui ressemble à ça, où il est possible de passer, de coworker, etc. depuis aujourd'hui. Donc c'est des choses qui vont être possibles. Et ouais, effectivement, un meet-up sur les nudges en mars, yes. Bah écoutez, on est pas mal, je crois. On est pas mal. Ben, merci à tous, toutes pour avoir participé. Pour les questions aussi, c'est hyper intéressant de confronter un peu le sujet. J'espère avoir été le plus clair possible aussi, même si j'aime bien aussi vous partager le fait qu'on est en exploration, qu'on n'a pas toutes les réponses, que le sujet, il est pas, pour le coup, il n'est pas défini correctement encore complètement sur ce sujet-là, mais il ouvre pas mal de pistes. Donc, je trouvais ça intéressant de le partager avec vous. Et puis, ben, on vous dit à bientôt sur Meetup, sur le Slack, en vrai, dans le feedback verse, c'est ça. Et, voilà, voilà. Et puis, ben, on vous souhaite une bonne soirée.
Alors, j'ai arrêté Merci, Michael. Ouais, bonne soirée à tous. Bonne Bye. soirée.